Je suis rentré d'un voyage d'affaires, et je n'ai pas pu ouvrir ma porte. J'ai appelé ma femme. Que se passe-t-il? Elle m'a répondu, c'est pour ton propre bien. J'ai vendu l'entreprise. Son amant a hoché la tête. Tu seras mieux ainsi. J'ai souri, je me suis assis sur un banc, et j'ai envoyé un texto à mon avocat. Ils sont tombés dans le piège. Procédez. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Mais pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, je dois vous raconter l'histoire depuis le début. Je m'appelle Ro. J'ai 47 ans. Je travaille dans le secteur de la construction depuis plus de 20 ans. J'ai commencé tout en bas de l'échelle, en portant des matériaux, en apprenant chaque détail de chaque processus, jusqu'à ce que je monte ma propre entreprise, et que je la transforme en quelque chose de réel, quelque chose de solide. Je n'ai rien hérité. Je n'ai eu aucun parrain. J'avais de la discipline. J'avais de la patience. Et j'avais une capacité qui, avec le temps, j'ai compris être plus précieuse que n'importe quel diplôme universitaire. La capacité d'observer sans réagir, de voir, sans qu'il ne sache que vous regardez. Ce trait de caractère, qui pendant des années n'était que ma façon d'être, a fini par être ce qui m'a sauvé. La maison était le résultat de tout cela. Ce n'était pas juste une propriété. C'était la preuve physique que chaque décision difficile, prise au cours de ma vie, en avait valu la peine. Des millions de dollars sur des actes de propriété, oui, mais bien plus que cela en termes de signification. Je l'avais conçu moi-même, avec un architecte à qui j'avais expliqué chaque détail, chaque espace, chaque fenêtre. Je savais combien de marches comptait l'escalier principal. Je savais quel bruit faisait le parquet du couloir, quand il faisait froid. Je savais exactement comment la lumière entrait dans la cuisine, le matin. Cette maison était à moi, d'une manière qui va bien au-delà de n'importe quel document légal. Et Vanessa le savait. Nous étions mariés depuis 14 ans. Elle avait été là quand nous l'avions achetée, quand nous l'avions rénovée, quand nous y avions fait la fête, et quand nous y avions pleuré. Elle en connaissait chaque recoin, tout autant que moi. C'est pourquoi, lorsqu'elle a commencé à changer d'attitude vis-à-vis de la maison, je l'ai remarqué. Pas soudainement. Ce n'est jamais soudain. Cela commence toujours lentement, par de petites choses qui, séparément, ne signifient rien, mais qui, ensemble, forment un schéma qui, si vous savez le lire, vous dit exactement ce qui se passe. La première fois que quelque chose a attiré mon attention, c'était il y a près de 6 mois. Vanessa m'a demandé, sur un ton désinvolte, pendant que nous prenions le petit déjeuner, combien je pensais que la maison valait à ce moment-là. Je lui ai répondu que je ne savais pas exactement, que le marché avait grimpé, et qu'elle valait probablement plus que ce que nous l'avions payé. Elle a hoché la tête, a continué à boire son café, et a changé de sujet. Sur le moment, je n'y ai accordé aucune importance, mais je l'ai enregistré, car j'enregistre tout, je l'ai toujours fait. 2 semaines plus tard, elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à déménager, qu'un appartement serait peut-être plus pratique, avec moins d'entretien, et moins de frais fixes. Je lui ai dit que non, que cette maison était ma maison, et que je n'avais aucune envie de la vendre ou d'en changer. Elle a souri, a dit, bien sûr, bien sûr. Je demandais juste comme ça. Et elle est retournée à ses occupations. Cela ne voulait rien dire. Mais c'était la 2e fois, en peu de temps, que le sujet de la maison apparaissait dans une conversation, sans aucune raison apparente. C'est à peu près à cette même période qu'Oscar a commencé à apparaître, plus fréquemment, dans nos vies. Oscar était une connaissance de Vanessa, quelqu'un qu'elle a présenté comme un ancien ami de travail. Un agent immobilier, charmant, toujours bien habillé, avec toujours quelque chose d'intéressant à dire. Au début, ce n'était qu'un nom qui surgissait dans les conversations. Ensuite, c'est devenu une personne lors d'un dîner. Puis, ce fut quelqu'un qui, par hasard, se trouvait dans le même restaurant où nous déjeunions un samedi. Et enfin, c'est devenu quelqu'un que Vanessa défendait, avant même que je ne dise quoi que ce soit de mal sur lui. C'est ce qui m'a le plus interpellé. Ni ses questions sur la maison, ni les visites d'Oscar, mais la façon dont elle le défendait, sans que personne ne l'attaque. Comme si elle avait déjà la réponse préparée, pour une critique que je n'avais pas encore formulée. Ce n'est pas de l'innocence. C'est de la culpabilité, par anticipation. Mais je n'ai rien dit. Je suis resté silencieux. J'ai suivi ma routine. J'ai continué à travailler.
J'ai continué à être le même Ro que d'habitude. Car j'avais déjà pris ma décision, si quelque chose se passait, je n'allais pas réagir avec mon cœur. J'allais agir avec ma tête. Et pour agir avec ma tête, il fallait d'abord que je sache, exactement, jusqu'où ils étaient prêts à aller. Ce que j'ai découvert dans les semaines qui ont suivi, a dépassé tout ce que j'avais pu imaginer. Pendant des années, je pensais connaître Vanessa mieux que quiconque au monde, et c'était probablement vrai. Je connaissais sa façon de respirer quand elle était nerveuse. Je connaissais sa façon de pincer les lèvres quand elle voulait dire quelque chose, mais décidait de se taire. Je connaissais le ton exact que prenait sa voix, quand elle mentait. Ce ton qui semble trop calme, trop contrôlé, comme quelqu'un qui lit un texte, mémorisé la veille au soir. 14 ans de mariage vous apprennent des choses qu'aucun détective privé ne pourrait découvrir, car elles proviennent de l'intimité de milliers de petits moments, qui construisent le véritable portrait d'une personne. Et c'est précisément cette connaissance, cette carte détaillée que j'avais d'elle, qui m'a permis de voir ce que d'autres n'auraient pas vu, ce qui m'a permis de comprendre que quelque chose avait changé, bien avant que je n'aie la moindre preuve concrète. Le premier moment où j'ai cessé de douter de mon instinct fut un mardi après-midi. J'étais rentré à la maison plus tôt que d'habitude. Une réunion, annulée à la dernière minute, m'avait libéré à 16 heures. Et au lieu de rester au bureau, j'ai décidé de rentrer. Je suis entré sans faire de bruit. Non pas pour surprendre qui que ce soit, mais parce que c'est ainsi que j'entre toujours, sans m'annoncer, sans faire de drame. Vanessa était dans le salon, son téléphone à la main. Et quand elle m'a entendu arriver, elle l'a rangé avec une rapidité qui n'était pas naturelle. Elle ne l'a pas éteint. Elle ne l'a pas posé sur la table. Elle l'a glissé dans sa poche, avec le geste précis de quelqu'un qui ferme une chose, qu'il ne veut pas qu'on voie. Elle m'a regardé, et a souri. « Tu es en avance ?» a-t-elle dit. Et j'ai dit oui, que la réunion avait été annulée. Je lui ai demandé à qui elle parlait. Elle m'a répondu, avec sa sœur. J'ai hoché la tête. Je suis allé dans la cuisine, je me suis servi un verre d'eau, et pendant que je le faisais, j'ai pensé à une chose très simple. Vanessa et sa sœur Célia ne s'entendaient pas. Elles ne s'étaient pas parlé depuis des mois, à cause d'un problème familial, qui ne vaut pas la peine d'être détaillé. Il était impossible qu'elle lui parle avec ce sourire détendu, avec cette attitude de quelqu'un qui vient d'avoir une conversation agréable. C'était impossible, et nous le savions tous les deux. Bien qu'aucun de nous ne l'ait dit. Cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, je suis resté éveillé, sans angoisse, sans fureur, à réfléchir, à organiser tout ce que j'avais observé au cours des dernières semaines, comme s'il s'agissait d'un dossier, comme s'il s'agissait d'un projet de construction. Où chaque pièce doit s'emboîter au bon endroit, avant de monter le mur suivant. Les questions sur la valeur de la maison, les suggestions de déménager, les apparitions de plus en plus fréquentes d'Oscar, la façon dont elle le défendait sans raison, le téléphone rangé trop vite, l'appel écourté quand je suis entré dans la pièce, les week-ends où, soudainement, elle avait des engagements qui n'existaient pas auparavant. Prises séparément, chaque chose avait une explication raisonnable. Mais ensemble, elles formaient un tout que je ne pouvais plus ignorer. Le lendemain, j'ai appelé Alejandro. Alejandro est mon avocat depuis 12 ans. C'est l'un de ces hommes qui réfléchissent avant de parler. Et quand il parle, il dit exactement ce qui est nécessaire, rien de plus. Je lui ai raconté ce que j'observais, sans drame, comme si je décrivais un problème sur un chantier. Il m'a écouté en silence, et quand j'ai eu fini, il a dit une chose qui m'est restée gravée. Ro. Si ce que tu soupçonnes est vrai, l'erreur la plus coûteuse que tu puisses faire maintenant, c'est d'agir trop tôt. Laisse-les avancer. Plus ils avanceront, plus ils tomberont de haut. Je n'ai pas eu besoin qu'ils me le disent 2 fois. Je suis rentré chez moi ce soir-là, avec une décision ferme. J'allais continuer à être le même que d'habitude. J'allais me lever à la même heure, prendre le petit déjeuner à la même table, parler des mêmes sujets, rire aux mêmes blagues. J'allais être si normal, si prévisible, si invisible dans ma propre vie, que Vanessa, et celui qui était avec elle, allaient se sentir en totale sécurité. Et quand les gens se sentent en sécurité, ils baissent leur garde. Et quand ils baissent leur garde, ils font des erreurs. Et les erreurs laissent des traces. Et les traces sont des preuves. Et les preuves, c'est le pouvoir. C'est 2 semaines plus tard que j'ai trouvé le premier document. J'étais allé chercher des papiers de l'entreprise, dans un tiroir du bureau,
un tiroir que nous utilisions tous les deux pour garder les documents de la maison, les factures, les contrats de service, ce genre de choses. Parmi les papiers, il y avait une enveloppe que je ne reconnaissais pas. Elle n'avait pas d'adresse d'expéditeur. Elle était fermée, mais mal pliée, comme si quelqu'un l'avait rangée à la hâte. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une feuille à l'entête d'une agence immobilière, avec le nom d'Oscar dans l'entête, en tant que représentant commercial, et en dessous, une description de la propriété, qui correspondait exactement à ma maison. L'adresse, la superficie, les caractéristiques. Et à la fin, un prix de vente préliminaire de 950 000 $. J'ai fixé ce papier pendant plusieurs secondes. Je n'ai pas senti le sol bouger. Mon cœur ne s'est pas emballé. J'ai ressenti quelque chose de bien plus froid que la peur. Quelque chose de bien plus utile. De la clarté. Tout ce qui n'était qu'intuition, suspicion, observation silencieuse, prenait soudain une forme. Cela avait un chiffre. Cela avait un nom. Cela prenait la forme d'un papier, entre mes mains. J'ai replié l'enveloppe exactement comme elle était. Je l'ai remise à la même place où je l'avais trouvée, et j'ai fermé le tiroir. Je ne l'ai pas prise. Je ne l'ai pas photographiée à ce moment-là, car le plus important n'était pas ce papier. Le plus important, c'était ce qui allait venir après ce papier, et je devais être prêt à le recevoir. Le soir même, j'ai rappelé Alejandro. Je lui ai décrit ce que j'avais trouvé. Il a pris un instant pour répondre, et quand il l'a fait, sa voix avait un poids différent. Il m'a expliqué qu'une estimation préliminaire n'était pas suffisante pour prouver quoi que ce soit, mais que s'il pensait vendre la propriété sans mon consentement, à un moment donné, ils auraient besoin de ma signature, ou bien, ils allaient devoir la falsifier. Et s'ils la falsifiaient, c'était un crime grave. Passible de poursuites pénales, avec de réelles conséquences. Laisse-les arriver à ce point, m'a-t-il dit. Laisse-les signer. Laisse-les livrer le document. Et quand ils le feront, on les tiendra. Les jours suivants furent les plus étranges de ma vie. Car je vivais toujours dans cette maison, je dormais dans ce lit, je prenais mon petit déjeuner dans cette cuisine. Alors que, sous la surface, un courant circulait, que ni l'un ni l'autre ne nommait. Vanessa était plus attentive à moi, plus affectueuse, même, de cette façon qui, à une autre époque, m'aurait semblé réconfortante, mais que je lisais maintenant à la perfection. C'était la gentillesse tactique de quelqu'un qui a besoin que tout paraisse normal, pendant qu'il finit d'exécuter un plan. Je lui rendais l'appareil. Je souriais, je demandais comment s'était passée sa journée. Je suggérais que nous sortions dîner. C'était une pièce de théâtre parfaite, jouée par deux personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient, bien que pour des raisons complètement opposées. Oscar s'est présenté à la maison un jeudi après-midi, soi-disant pour une visite. Nous avons pris le café tous les trois, dans le salon. Nous avons parlé de choses sans importance, et je l'ai observé avec la même attention, avec laquelle j'observe quelqu'un quand je suis sur le point de conclure un accord. Ce que j'ai vu, c'était un homme qui se croyait plus intelligent qu'il ne l'était, qui souriait trop, qui regardait Vanessa avec une assurance qui n'appartenait pas à quelqu'un qui n'était qu'un ami, et qui me regardait avec un mélange de pitié et de supériorité. Ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont il me voyait dans ce plan. J'étais l'obstacle. Celui qui ne se doutait de rien, celui qu'ils allaient écarter du chemin sans qu'ils s'en rendent compte. Quand Oscar est parti, Vanessa a dit qu'il était un homme très intéressant. J'ai répondu que oui, qu'il semblait bien connaître le marché immobilier. Elle m'a regardé pendant une seconde de plus que la normale, puis elle a souri, et est allée dans la cuisine. Cette seconde supplémentaire a suffi. Elle ne s'attendait pas à ce que je relis ses points, et je me suis bien sûr assuré qu'elle continue à ne pas s'y attendre. Cette nuit-là, seul dans le bureau, j'ai sorti un carnet, et j'ai commencé à écrire les dates, les conversations, les détails. Tout ce que j'avais observé depuis le début, classé chronologiquement, avec la précision de quelqu'un qui sait qu'un jour, ce document devra tenir la route face à un juge. Ce n'était pas de la colère que je ressentais en écrivant. C'était quelque chose de similaire à la concentration que j'ai, quand je résous un problème technique sur un chantier. Un problème qui a une solution. Il y a toujours une solution, mais cela exige de ne pas se précipiter, de ne pas brûler les étapes, de faire confiance au processus. Il restait encore plusieurs semaines avant que ma clé ne cesse d'ouvrir la porte. Mais je savais déjà que ce moment allait arriver, et j'y étais déjà préparé.
Il y a quelque chose que personne ne vous apprend sur la trahison. On ne vous l'enseigne pas à l'école. On ne vous l'explique dans aucun livre. Il n'y a aucun moyen de s'y préparer de façon théorique, mais il y a une chose spécifique que vous découvrez, lorsque vous la vivez de près, lorsque vous l'observez de l'intérieur, sans révéler que vous la voyez. La trahison a une logique. Elle a une progression. Elle commence toujours par quelque chose de petit, presque imperceptible, et elle grandit de la même manière qu'une fissure s'agrandit dans un mur. Au début, c'est un fil fin que vous pourriez ignorer. Ensuite, c'est une ligne que vous ne pouvez plus ne pas voir. Et à la fin, c'est une fracture qui compromet toute la structure. J'avais vu ce processus de nombreuses fois au travail, dans les matériaux, dans les bâtiments, dans les projets qui commençaient bien, et finissaient mal, parce que quelqu'un avait ignoré les premiers signes. Et maintenant, je le voyais dans mon propre mariage, avec la même froideur technique avec laquelle j'évaluerais n'importe quelle structure endommagée, sans drame, sans déni, les yeux grands ouverts. Je vais remonter un peu plus loin, car pour comprendre ce qui a suivi, je dois vous dire comment était Vanessa avant tout cela, car elle n'a pas toujours été ainsi. Ou du moins, je ne l'ai pas toujours vue ainsi. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait 29 ans. Elle travaillait dans l'administration d'une entreprise de logistique. Elle était organisée, directe, avec un sens de l'humour sec qui m'a plu dès le début. Ce n'était pas une femme à faire des drames, ou du moins, c'est ce que je croyais. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas qu'elle n'avait pas de drame, mais qu'elle était très douée pour les garder là où personne ne pouvait les voir. Cette capacité de retenue, qui au début me semblait être de la maturité, a fini par être le même outil qu'elle a utilisé, pour construire un mensonge parallèle pendant des mois, sans que moi, qui vivais à ses côtés, ne puisse le voir complètement, jusqu'à ce que je décide de le chercher. Les premières années furent bonnes, pas parfaites, aucun mariage ne l'est, mais solide. Nous avons construit des choses ensemble. Nous avons pris des décisions ensemble. Quand j'ai acheté la maison, elle était impliquée dans chaque détail. Elle a choisi les finitions de la cuisine, elle a décidé de la couleur des murs de la chambre principale. Elle a passé des semaines à chercher le type exact de bois pour les planchers. C'était sa maison tout autant que la mienne, au sens émotionnel. C'est ce qui a rendu ce qui se passait encore plus difficile à assimiler. Non pas parce que cela m'a brisé, mais parce que cela m'a forcé à accepter qu'une personne puisse être complètement présente dans votre vie pendant des années, et en même temps, être en train de construire une porte de sortie, que vous n'avez jamais vu venir. Le changement, en y repensant maintenant avec le recul, a commencé il y a environ 1 an. Ce ne fut pas un changement d'attitude radical. C'était plus subtil que cela. Vanessa a commencé à parler plus souvent d'argent. Pas de façon agressive, pas comme quelqu'un qui réclame quelque chose, mais d'une manière réfléchie, presque philosophique. Elle disait des choses comme « l'argent immobilisé dans des propriétés, c'était de l'argent qui ne travaillait pas ». Qu'il y avait des gens qui vivaient beaucoup mieux avec moins de choses, mais plus de liquidité. Que avoir une si grande maison pour 2 personnes, c'était d'une certaine manière un excès qui n'avait aucun sens pratique. Je l'écoutais dire quelque chose de neutre, et je reprenais mes affaires. Mais j'enregistrais tout. Chaque commentaire, chaque phrase qui semblait désinvolte, mais qui revenait trop souvent pour l'être vraiment. C'est Diego, mon frère, qui m'a fait la première remarque à voix haute. Diego a 43 ans. Il est plus impulsif que moi, moins patient, mais il a un instinct pour lire les gens, que j'ai toujours respecté. Un dimanche, alors qu'il venait déjeuner, quand Vanessa est allée dans la cuisine, il s'est penché vers moi, et m'a dit à voix basse qu'il la trouvait différente. Qu'il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer dans la maison qui ne lui plaisait pas, comme si elle calculait quelque chose. Je lui ai dit qu'il exagérait. Non pas parce que je le croyais, mais parce que je n'avais encore rien de concret à lui montrer. Et Diego était le genre de personne qui, avec la moitié des informations, pouvait faire une scène qui ruinerait tout. Alors, je l'ai rassuré, j'ai changé de sujet, et j'ai également rangé cela dans mon dossier mental. 3 semaines après ce déjeuner avec Diego, Vanessa m'a demandé si j'avais tous les documents de la maison en ordre. Je lui ai dit que oui, qu'ils étaient dans le tiroir du bureau, comme d'habitude. Elle a hoché la tête, et a dit quelque chose sur le fait qu'il était bon d'avoir ces choses organisées, qu'on ne savait jamais quand on allait en avoir besoin. Une phrase tout à fait normale en apparence, mais c'était la 3e fois, en peu de temps, que d'une manière ou d'une autre, le sujet des documents de propriété apparaissait dans une conversation, qui n'avait aucune raison de l'inclure. La première fois pouvait être une coïncidence.
La deuxième, une possibilité. La troisième n'était plus ni l'un ni l'autre. J'ai décidé de faire quelque chose qui, sur le moment, semblait anodin, mais qui s'est avéré fondamental. Je suis allé au tiroir, j'ai sorti tous les documents de la maison, je les ai photographiés un par un avec mon téléphone, et je les ai sauvegardés dans un dossier sur le cloud, auquel moi seul avais accès. Les actes, les plans, les registres fonciers, les contrats de rénovation, tout. Non pas parce que je savais exactement ce qui allait se passer, mais parce que j'avais le pressentiment qu'à un moment donné, ces documents allaient avoir leur importance, et je voulais en avoir ma propre version, que personne ne pourrait altérer. C'est à peu près à la même époque que j'ai commencé à remarquer, dans le comportement d'Oscar, une chose que je n'avais pas encore totalement assimilée jusqu'alors. Oscar n'apparaissait pas seulement plus fréquemment dans notre vie sociale. Oscar posait des questions. Des questions qu'il déguisait en simples conversations, mais qui, si on les mettait bout à bout, avaient une direction très claire. Il m'a demandé un jour, avec un naturel déconcertant, si la maison était à nos deux noms, ou seulement au mien. Je lui ai dit qu'elle était à mon nom, que nous l'avions décidé ainsi lors de l'achat, pour des raisons d'organisation financière de l'entreprise. Il a hoché la tête, a dit quelque chose de générique sur le fait que chaque famille gérait ses choses différemment, et a changé de sujet. Mais j'ai vu l'éclair. Cette demi-seconde où l'information qu'il vient de recevoir s'enregistre, et où le cerveau la traite, avant de retourner à son masque d'indifférence. Je l'ai vu, et je l'ai noté. Ce soir-là, j'ai parlé de nouveau à Alejandro. Je lui ai fait part de la question d'Oscar concernant la propriété du bien. Alejandro est resté silencieux pendant quelques secondes, puis a dit quelque chose qui a complètement changé ma compréhension de la situation. Il m'a expliqué que, si la propriété n'était qu'à mon nom, pour la vendre légalement, ils avaient besoin de ma signature sur l'acte d'achat et de vente. Que sans cette signature, aucun notaire ne pourrait procéder. Que s'ils planifiaient ce que nous soupçonnions déjà tous les deux, à un moment donné, ils allaient devoir falsifier ma signature. Et falsifier une signature sur un document de cette nature, dans une transaction de près de 2 millions, c'était un crime fédéral. Ce n'était pas quelque chose de mineur, ce n'était pas quelque chose qui se règle avec une amende. C'était la prison. C'était un casier judiciaire. C'était la fin de la carrière d'Oscar en tant qu'agent immobilier. C'était le tout pour le tout. Alors, on les laisse arriver à ce stade, ai-je dit. Exactement, a répondu Alejandro. Et en attendant, tu ne touches à rien. Tu ne dis rien. Tu ne changes rien. Continue d'être le mari confiant, qui ne se doute absolument de rien. Car s'ils se sentent observés, ils arrêteront. Et s'ils arrêtent, nous n'avons rien. J'ai raccroché le téléphone, et je suis resté un instant en silence, dans le bureau. J'ai pensé à Vanessa, dormant dans une chambre au bout du couloir. J'ai pensé à la maison, à chaque recoin que je connaissais par cœur. J'ai pensé aux 14 années que nous avions construites ensemble, et à la façon dont elle s'en servait, non pas comme d'une histoire, mais comme d'un outil. Et j'ai ressenti quelque chose qui m'a pris un moment à identifier. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de la colère. C'était une sorte de distance froide, comme lorsque vous vous tenez au sommet d'un bâtiment que vous venez de terminer, et que vous le voyez d'en haut pour la première fois, avec une objectivité totale, sans la chaleur de ce qu'il a coûté à construire. C'était d'une clarté absolue. Et avec cette clarté, j'ai pris une décision, que j'ai maintenue sans la moindre faille, depuis ce moment-là jusqu'au jour où ma clé n'a plus ouvert la porte. J'allais les laisser terminer. J'allais les laisser croire qu'ils avaient gagné. J'allais les laisser arriver jusqu'à la toute dernière étape, au moment où il n'y aurait plus aucun moyen de défaire ce qu'ils avaient fait. Et à ce moment précis, quand ils seraient sur deux, quand ils auraient complètement baissé la garde, quand ils croiraient que le jeu était terminé et qu'ils en étaient sortis victorieux, j'allais abattre mes cartes, tout en même temps. Sans hâte, sans cri. Avec le calme de quelqu'un qui sait, depuis des semaines, exactement comment l'histoire se termine. Ce que je ne savais pas encore, c'était jusqu'où ils étaient prêts à aller. Et ce que j'ai découvert dans les jours suivants, m'a prouvé que la réponse allait bien plus loin que ce que j'avais imaginé. Il y a un type de calme qui n'est pas de la paix, c'est tout autre chose. C'est le calme de celui qui est concentré, qui a un objectif clair, et qui sait que tout faux pas peut tout coûter. C'est le calme du chirurgien qui a le scalpel en main, et qui ne peut se permettre de trembler. Pendant les semaines qui ont suivi, j'ai vécu dans cet état. Je me levais chaque matin, je prenais le petit déjeuner avec Vanessa,
je parlais de choses sans importance, je répondais à ses messages normalement, et sous tout cela, je gardais un registre constant, silencieux, et minutieux de tout ce que je voyais, entendais, et pressentais. C'était épuisant, d'une manière qui n'a rien à voir avec le corps. C'était l'épuisement de devoir maintenir deux versions de soi-même en même temps. Celle que le monde voit, et celle qui opère réellement. Mais je tenais bon, parce que je savais que c'était temporaire. Et parce que je savais qu'à la fin, cela vaudrait chaque seconde d'effort. C'est pendant cette période que j'ai commencé à mieux comprendre la dynamique entre Vanessa et Oscar. Ce n'était pas une relation nouvelle. C'est la première chose qui m'est apparue clairement, quand j'ai commencé à y prêter attention. Vraiment, ce n'était pas quelque chose qui avait commencé il y a 3 mois. Ce n'était pas une impulsion récente, ou une distraction passagère. C'était quelque chose qui avait une structure, une histoire, un mode de fonctionnement qui ne se construit qu'avec le temps. La façon dont il se regardait quand il pensait que je ne faisais pas attention. La façon dont il finissait les phrases de l'autre. L'aisance avec laquelle ils évoluaient dans la même conversation, sans avoir besoin de clarification. Tout cela parlait de moi, peut-être plus. Et cela, qui, dans un autre contexte, aurait pu me détruire émotionnellement, n'a fait, à ce moment-là, qu'ajouter une donnée de plus au dossier. Une donnée importante, car elle changeait l'échelle de ce qu'il planifiait. Ce n'était pas une décision prise dans un moment de faiblesse. C'était un plan construit avec du temps, avec calcul, avec intention. Et cela signifiait que je devais être tout aussi méticuleux dans ma réponse. Un mercredi après-midi, Vanessa m'a dit qu'elle sortait avec des amis. Elle s'était habillée avec plus de soin que d'habitude. Elle portait un parfum qu'elle ne mettait pas pour les sorties normales, et elle est partie avec un sourire trop léger pour quelqu'un qui allait juste boire un verre avec des amis. Je lui ai dit au revoir avec un baiser sur la joue, et j'ai attendu 20 minutes. Ensuite, je suis sorti. Je ne l'ai pas suivi. Ce n'était pas nécessaire, et ce n'était pas non plus ce que Alejandro avait recommandé. Ce que j'ai fait était beaucoup plus simple, et beaucoup plus efficace. Je suis allé au tiroir du bureau, où j'avais trouvé l'enveloppe avec l'estimation immobilière, et cette fois, je l'ai regardée de plus près. L'enveloppe originale était toujours là, mais maintenant, il y avait autre chose. Une feuille pliée, et à moitié glissée sous une chemise de facture, qui n'y était pas la dernière fois que j'avais vérifié. Je l'ai sortie avec précaution. C'était un brouillon. Un brouillon de contrat d'achat et de vente, avec le nom de la propriété, avec l'adresse, et avec un prix convenu de 980 000 $. Et à la fin, dans l'espace où devait figurer la signature du vendeur, il y avait un nom, écrit à la main. Mon nom, Ro, avec une signature en dessous, qui essayait de ressembler à la mienne, mais que n'importe quel expert en écriture démontrait en moins de 10 minutes. J'ai fixé cette feuille pendant un temps que je ne saurais mesurer. C'était la preuve. Non pas un soupçon, non pas une intuition, ni une chaîne de coïncidences qui pourrait être interprétée de diverses manières. C'était un document physique, avec mon nom falsifié, lié à une transaction de près de 2 millions de $, dans le tiroir de mon propre bureau. Je l'ai photographié sous 5 angles différents. Je l'ai replié exactement comme il était. Je l'ai remis exactement là où je l'avais trouvé, et je l'ai laissé là. J'ai appelé Alejandro le soir même. Quand j'ai décrit ce que j'avais trouvé, il y a eu un silence sur la ligne qui a duré plusieurs secondes. Puis il m'a dit, avec un calme que je connaissais déjà, « Ro, c'est très grave. Ce n'est plus une suspicion d'infidélité, ou une querelle conjugale. C'est un crime. Faux en écriture sur un acte de vente, fraude immobilière. Nous parlons de véritables conséquences pénales pour tous les deux. » Je lui ai demandé ce qu'il nous fallait. Il m'a dit que nous devions laisser le processus avancer suffisamment, pour qu'il ne puisse pas prétendre que ce n'était qu'un brouillon, un document d'entraînement, un malentendu. Nous avions besoin que la fausse signature apparaisse sur un document formel, soumis à un notaire, avec une véritable transaction en cours. Quand cela se produira, m'a-t-il dit, il n'y aura aucune défense possible. Je lui ai demandé combien de temps, selon lui, il restait. Il m'a répondu que probablement pas beaucoup. Que s'ils avaient déjà un brouillon avec la signature, la prochaine étape était de le formaliser. Que, très probablement, ils attendaient un moment où je serais hors de la ville, pour faire avancer les papiers avec plus de tranquillité. Je lui ai dit que j'avais justement un voyage d'affaires de prévu dans 2 semaines, dans une ville à 4 heures de route, pour 3 jours. Alejandro a pris un instant, puis a dit, « Parfait.
C'est le moment qu'ils vont utiliser, et c'est le moment dont nous allons profiter. À partir de cette conversation, le plan a pris une forme concrète. Alejandro a contacté un expert en écriture de confiance, et lui a envoyé des photographies de ma véritable signature, tirées de documents légaux antérieurs, afin qu'il ait une base de comparaison prête à l'emploi. Il a également contacté un détective, qui a été chargé de documenter les mouvements entre Vanessa et Oscar pendant ces jours-là, sans qu'aucun d'eux ne s'en doute. Ce n'était pas de l'espionnage sans fondement. C'était la constitution de preuves, dans un cadre légal qu'Alejandro connaissait à la perfection. Chaque étape que nous franchissions était conçue pour tenir la route lors d'une procédure judiciaire, sans aucune objection possible. Moi, de mon côté, j'ai fait quelque chose qui, sur le moment, m'a coûté plus cher que prévu. Je suis resté le même. J'ai continué à prendre mon petit déjeuner avec Vanessa. J'ai continué à lui demander comment s'était passée sa journée. J'ai continué à répondre à ses messages avec le même ton que d'habitude. Un soir, j'ai même suggéré que nous sortions dîner. Nous sommes allés dans un restaurant que nous aimions depuis des années, et nous avons passé 2 heures à discuter, avec une normalité qui, par moments, me semblait presque irréelle. Elle jouait un rôle, je jouais un rôle, et nous savions tous les deux, à un certain niveau, que quelque chose sous cette surface était brisé de façon irréparable, mais aucun de nous ne le nommait. C'était comme marcher sur une structure que l'on sait en train de céder, mais qui supporte encore le poids, jusqu'à ce qu'elle lâche. 4 jours avant mon voyage, Oscar est revenu à la maison. Cette fois, avec une excuse différente. Quelque chose à propos d'une affaire de travail dont il devait discuter avec Vanessa. Rien qui ne m'impliquait directement. J'étais dans le bureau quand il est arrivé. Je suis sorti pour le saluer. Nous avons échangé les politesses d'usage, et je suis retourné à l'intérieur. Mais avant de fermer la porte du bureau, je l'ai laissée suffisamment entr'ouverte pour entendre, sans qu'il puisse me voir. Je n'ai pas entendu de détails précis du plan. J'ai entendu quelque chose de plus révélateur que ça. J'ai entendu le ton, la façon dont il parlait quand il pensait être seul. La familiarité, la confiance, la légèreté de 2 personnes qui croient que le principal obstacle est déjà pratiquement résolu. Oscar a dit quelque chose à voix basse, que je n'ai pas tout à fait saisi. Mais j'ai bien entendu la réponse de Vanessa. D'ici à ce qu'il revienne, ce sera fait. Puis une pause. Et ensuite, ils ont ri tous les deux. J'ai fermé la porte du bureau sans faire un bruit, et je me suis assis sur la chaise, devant le bureau. J'ai regardé les murs de cette pièce que j'avais conçue. Les étagères avec les livres que j'avais accumulés pendant des décennies. La fenêtre qui donnait sur le jardin que j'avais planté. Et j'ai pensé à cette phrase. D'ici à ce qu'il revienne, ce sera fait. Je l'ai assimilé sans réagir, comme j'avais appris à le faire avec tout le reste. Car ce n'était plus une surprise. C'était une confirmation. C'était la dernière information dont j'avais besoin pour savoir que le plan, qu'Alejandro et moi avions construit, allait avoir sa chance d'être exécuté. Cette nuit-là, j'ai juste écrit la date dans mon carnet, avec une seule ligne en dessous, tout est à sa place. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à la résignation tranquille de celui qui a complètement accepté la réalité d'une situation, et qui n'a plus besoin qu'elle soit différente de ce qu'elle est. Le mariage, il n'existait plus. C'était un fait que j'avais digéré en silence depuis des semaines. La maison, l'argent, la transaction illégale, tout cela avait une solution légale. Ce qui n'a pas de solution, c'est le temps. Les 14 années, les décisions que j'avais prises en me basant sur une version de Vanessa qui n'a peut-être jamais totalement existé, ou qui a existé, et s'est transformée à un moment donné en autre chose, sans que je n'en sois averti. Mais c'était pour plus tard, à digérer. Pour le moment, il n'y avait qu'une seule chose d'importante. Le voyage était dans 4 jours. Et quand je rentrerais de ce voyage, selon les mots de Vanessa, tout serait terminé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'allais aussi être prêt. Et que tout ce qu'il croyait avoir construit en secret, nous l'avions documenté depuis des semaines, avec précision, avec patience, avec chaque détail à sa place. Le moment qu'ils avaient planifié comme leur victoire, était exactement le moment qu'Alejandro et moi avions choisi comme le nôtre, depuis des jours. Et à ce moment-là, la clé n'allait pas ouvrir la porte. La veille de mon voyage, j'ai fait une chose à laquelle Vanessa ne s'attendait pas. Et cela, en y repensant maintenant, a peut-être été le mouvement le plus important de tout le processus.
Ce ne fut pas un geste dramatique. Ce ne fut ni une confrontation, ni une révélation, ni aucune de ces choses que les films vous font croire être des moments décisifs. Ce fut quelque chose de beaucoup plus silencieux que tout cela. Je me suis levé tôt, avant qu'elle ne se réveille. Je suis allé dans le bureau, j'ai ouvert le tiroir, et j'ai sorti le brouillon du contrat avec ma fausse signature. Je l'ai photographié une fois de plus, cette fois avec une meilleure lumière, avec plus de détails, en m'assurant que chaque élément du document soit parfaitement lisible sur les images. Ensuite, je l'ai remis à sa place, j'ai fermé le tiroir, et je suis allé me faire un café, comme n'importe quel autre matin. Quand Vanessa est descendue pour le petit déjeuner, j'étais déjà assis à la table, le journal ouvert, et la tasse à la main. Elle m'a souri. Je lui ai rendu son sourire. Elle m'a demandé à quelle heure je partais, le lendemain. Je lui ai dit, de bonne heure, que j'avais une réunion à 10 heures à l'hôtel, et que je devais y arriver avec de l'avance. Elle a hoché la tête, a dit quelque chose du genre préviens-moi quand tu arrives, et a continué son petit déjeuner. Ce fut une conversation de 4 minutes, qui n'avait absolument rien de spécial en apparence. Mais sous cette conversation, deux courants complètement différents circulaient. Le sien, qui calculait le timing de ce qu'elle allait faire dès que je serais parti, et le mien, qui savait déjà exactement ce qu'elle allait faire, et qui avait tout préparé pour le recevoir. Cet après-midi-là, j'ai appelé Alejandro, pour ce qui serait notre dernière conversation avant le voyage. J'ai confirmé que les photos du brouillon étaient sauvegardées dans le dossier partagé, que nous avions créé pour l'affaire. J'ai confirmé que le détective était toujours actif, et qu'il documentait les mouvements, et je lui ai demandé si tout était prêt de son côté. Alejandro m'a dit oui, que l'expert en écriture avait le matériel de comparaison, que les contacts au registre de la propriété étaient alertés, pour lui signaler tout mouvement sur l'adresse de la maison. Et qu'au moment où n'importe quel document portant ma signature serait présenté à un notaire de la ville, il le saurait en moins d'une heure. Ro, m'a-t-il dit avant de raccrocher, fais ton voyage normalement, assiste à tes réunions, dors, laisse-les faire leurs mouvements. Nous sommes prêts. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. Une sorte de soulagement étrange. Non pas parce que le problème était résolu, mais parce qu'il n'y avait plus rien que je puisse faire à ce moment-là, à part faire confiance au processus que nous avions mis en place. Il y a une liberté particulière dans cet état, quand vous avez fait tout ce qui dépendait de vous, et que le prochain mouvement appartient à la partie adverse. C'est une liberté tendue, vigilante, mais c'est une liberté tout de même. Je suis parti en voyage le lendemain, sur le premier vol du matin. Je suis arrivé à l'hôtel, j'ai fait l'enregistrement, j'ai laissé mes bagages dans la chambre, et je suis allé directement à la première réunion. Ce furent 3 jours de vrai travail, de réunions avec des clients, de révisions de projets, de décisions qui devaient être prises en personne. Je m'y suis concentré avec toute l'attention que cela méritait. Non pas comme une distraction, mais parce que c'était mon travail, et que mon travail avait toujours été ce qui me maintenait debout, quand tout le reste vacillait. Il y a eu des moments, surtout la nuit à l'hôtel, où le poids de la situation se faisait plus présent. Pas la douleur, je l'avais déjà digérée. C'était plutôt l'étrangeté de savoir que, pendant que j'étais assis dans une chambre d'hôtel à examiner des plans, à 4 heures de route de là, quelqu'un utilisait mon nom pour signer des documents que je n'avais jamais autorisés. Alejandro m'a appelé le 2e jour. Il était 15 heures, et j'étais entre 2 réunions. J'ai répondu immédiatement. Il m'a dit qu'il y avait du mouvement. Que ce matin-là, un contrat d'achat et de vente pour la propriété avait été soumis à un notaire de la ville, avec toutes les signatures requises, y compris la mienne. Que le document était en cours de traitement, que l'expert avait déjà fait une comparaison préliminaire avec les échantillons que nous avions, et que la conclusion était sans appel, la signature n'était pas la mienne. Le processus que nous avions préparé était en marche. Il m'a dit de ne rien faire pour le moment. De rentrer comme prévu. D'arriver à la maison comme si je ne savais rien. De laisser la scène se dérouler. Car nous avions besoin qu'il soit présent. Qu'il soit confiant, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur les responsables de ce qui venait de se passer. J'ai raccroché le téléphone, et je me suis assis un instant, dans le couloir de l'immeuble où avait eu lieu la réunion. Il y avait des gens qui passaient, des conversations autour de moi, le bruit normal d'un lieu de travail, et j'étais là, en silence, le téléphone à la main, pensant à une seule chose. C'était fait. Ils avaient franchi le point de non-retour. Ce n'était plus un soupçon, ni un brouillon, ni une intention.
C'était un fait consommé, documenté, enregistré chez un notaire, avec une fausse signature sur un contrat de près de 2 millions de dollars. Et nous avions tout. Cette nuit-là à l'hôtel, je n'ai pas beaucoup dormi. Non pas à cause de l'anxiété, mais à cause de quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait davantage à l'adrénaline contenue de celui qui est sur le point de vivre un moment, dont il sait qu'il va tout changer. J'ai passé en revue mentalement chaque partie du processus, chaque document, chaque photographie, chaque conversation que j'avais enregistrée, chaque mouvement documenté par le détective. Tout était en ordre. Tout était à sa place. Ce qui allait se passer le lendemain n'était pas une réaction impulsive, ou une vengeance émotionnelle. C'était la conclusion logique de semaines de travail silencieux et minutieux. C'était la dernière pièce d'une structure que nous avions construite, avec la même précision avec laquelle je construis n'importe quoi d'autre dans ma vie. Le 3e jour, j'ai terminé mes réunions plus tôt que prévu, et j'ai pris un vol de retour en milieu d'après-midi. Pendant le vol, je n'ai pas écouté de musique. Je n'ai rien lu. Je n'ai pas essayé de me distraire. J'ai juste regardé par le hublot, avec une clarté mentale que je n'avais pas eue de cette façon depuis des semaines. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, depuis cette première question de Vanessa sur la valeur de la maison, lors de ce petit déjeuner qui, à l'époque, m'avait semblé sans importance. J'ai pensé à chaque signe que j'avais enregistré, à chaque décision que j'avais prise, à chaque conversation avec Alejandro. J'ai pensé à Oscar, et à ce regard de supériorité qu'il avait quand il me fixait. Le sourire de celui qui pense que l'autre ne sait rien. Et j'ai pensé à Vanessa, aux 14 années, à tout ce que nous avions construit ensemble, et à la manière froide et calculée dont elle avait décidé de le démanteler. Je ne ressentais pas de colère, sur ce vol. Sérieusement. Je n'en avais plus. La colère, c'est pour quand vous ne savez pas quoi faire avec ce qui se passe. Je savais exactement quoi faire, et j'étais en train de le faire. L'avion a atterri à 18 heures. J'ai pris un taxi depuis l'aéroport. Pendant le trajet, Vanessa m'a envoyé un message pour me demander si j'étais déjà arrivé. Je lui ai répondu que oui, que j'étais en route pour la maison. Elle a répondu avec un emoji cœur. Je l'ai sauvegardé sur le téléphone. C'était, à son insu, une pièce supplémentaire au dossier. La preuve qu'au moment où la transaction illégale était déjà consommée, elle maintenait toujours la façade de normalité, avec son mari. Le taxi m'a déposé à un pâté de maison de là. J'ai fait le dernier bout de chemin à pied, avec ma mallette à la main, au même rythme que d'habitude, sans me presser. J'ai vu la maison depuis le coin de la rue, éclairée de l'intérieur, d'apparence tout à fait normale. J'ai vu que la voiture d'Oscar était garée devant l'entrée, ce qui ne m'a pas surpris. C'était logique qu'il soit là. C'était le moment qu'ils attendaient tous les deux. Le moment où le plan était achevé, où la transaction avait avancé, où ce qui, pendant des semaines, avait été une opération secrète, était sur le point de devenir un fait irréversible. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Je suis arrivé à la porte, j'ai sorti ma clé, je l'ai insérée dans la serrure. Elle n'a pas tourné. Je suis resté une seconde devant la porte de ma propre maison, avec une clé qui avait ouvert cette serrure pendant 14 ans sans aucun problème. Et j'ai senti le moment exact où tout ce que nous avions construit ensemble, a fini de s'effondrer. Non pas parce que la clé ne tournait pas, mais parce que j'ai compris, à cet instant, ce que signifiait le fait qu'elle ne tourne pas. Ils avaient changé la serrure. Pendant mon absence, ils avaient changé la serrure de ma propre maison, avec ma fausse signature sur un contrat d'achat et de vente, qui était déjà entre les mains d'un notaire, avec l'amant de ma femme garé à la porte. 14 années réduites à une clé, qui ne servait plus à rien. J'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé Vanessa. Elle a répondu à la deuxième sonnerie, avec cette voix préparée que je connaissais si bien. Chérie, a-t-elle dit, c'est bien que tu sois là. Écoute, c'est compliqué à expliquer, mais c'est pour ton bien. Nous avons pris une décision importante pendant ton absence. J'ai vendu la maison. C'était le bon moment, et c'était la meilleure chose pour nous deux. J'ai écouté sa voix jusqu'à la fin. Je ne l'ai pas interrompue. Ensuite, j'ai entendu Oscar dire quelque chose en fond, quelque chose sur le fait que je serais mieux ainsi. Que c'était un nouveau départ, que je comprendrais avec le temps. Deux personnes qui m'expliquaient, avec un calme qui ne vient que de la certitude d'avoir gagné, qu'ils m'avaient pris ma maison, ma propriété, mon argent, avec mon nom falsifié sur un bout de papier. Et j'ai souri.
Je suis descendu des marches de l'entrée, j'ai marché jusqu'au banc sur la place, en face de la maison, je me suis assis, et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert la conversation avec Alejandro, et j'ai écrit une seule ligne. Ils sont tombés dans le piège, procède avec tout. Je l'ai envoyé. J'ai vu le double crochet de lecture. Et je suis resté assis sur ce banc, à regarder la façade de ma maison, éclairée de l'intérieur, parfaitement calme, pendant qu'Alejandro commençait à mettre en mouvement tout ce que nous avions préparé pendant des semaines. Il y a des moments dans la vie qui semblent sortir d'un film, mais quand vous les vivez de l'intérieur, ils n'ont rien de cinématographique. Ils sont silencieux, ils sont froids, ils sont presque ennuyeux de précision. J'étais assis sur un banc en bois, sur la place en face de ma maison, ma mallette posée par terre à côté de moi, regardant la façade illuminée d'une propriété, qui portait mon nom sur les actes, et qu'à ce moment-là, quelqu'un d'autre croyait m'avoir prise. Il n'y avait pas de musique de fond, pas de pluie dramatique. Il y avait le bruit normal d'une rue à 19h, quelques voitures qui passaient, un couple qui promenait son chien, le bruit lointain de quelque chose dans une cuisine. Et moi, là, assis avec mon téléphone à la main, attendant la réponse d'Alejandro. Il a mis 4 minutes à répondre. 4 minutes que j'ai passées à regarder la fenêtre du premier étage, où je pouvais voir la silhouette de Vanessa bouger à l'intérieur. 4 minutes pendant lesquelles j'ai assimilé, avec un calme qui me surprend encore quand je m'en souviens, tout ce qui était sur le point de se déclencher. Quand le téléphone a vibré, la réponse d'Alejandro était courte. 3 mots. C'est en marche. Et j'ai su que tout ce que nous avions construit pendant des semaines, venait de quitter le stade de la préparation, pour entrer dans celui de l'exécution. Ce que Vanessa et Oscar ne savaient pas. Ce qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer, parce qu'ils n'avaient jamais envisagé que je puisse avoir un coup d'avance, c'était l'ampleur de ce qu'Alejandro avait activé, avec ces 3 mots. Ce n'était pas une simple réclamation. Ce n'était pas la lettre d'un avocat qui arriverait dans quelques jours, et qu'il pourrait essayer de négocier. C'était une procédure simultanée, sur plusieurs fronts, qu'Alejandro avait préparée, avec une minutie que j'avais appris à respecter en 12 ans de collaboration. Pendant que j'étais assis sur ce banc, à cet instant précis, plusieurs choses se passaient en même temps. Le premier de ces mouvements, était une plainte pénale formelle, pour faux en écriture publique et fraude immobilière, déposée le même après-midi auprès des autorités compétentes, accompagnée du rapport de l'expert en écriture confirmant que la signature sur le contrat n'était pas la mienne. Avec les photographies du brouillon que j'avais trouvé dans le tiroir comme preuve supplémentaire, et avec un acte notarié documentant la soumission du contrat ce même matin. Ce n'était pas une menace. C'était une plainte complète, avec des preuves, déposées par un avocat qui connaissait chaque étape de la procédure. Le deuxième mouvement, était une mesure conservatoire sur la propriété, demandée en urgence auprès du registre correspondant, qui bloquait tout transfert de propriété pendant la durée de la procédure pénale. Cela signifiait que, même si le contrat avait été soumis à un notaire, même si la fausse signature était sur le papier, la maison ne pouvait être légalement transférée à aucun nom, tant que cette mesure était active. La transaction que Vanessa et Oscar pensaient avoir conclue, était, à ce moment précis, gelée. Le troisième mouvement, était quelque chose qu'Alejandro m'avait suggéré, et qui, au début, m'avait semblé excessif, mais dont j'ai compris plus tard, qu'il était fondamental. Il avait contacté l'acheteur, la personne ou l'entité qui avait accepté d'acquérir la propriété par l'intermédiaire d'Oscar. Il les avait informés, par les voies légales correspondantes, que la transaction faisait l'objet d'une enquête, pour utilisation d'une fausse signature, et que tout paiement effectué dans le cadre de ce contrat, pourrait être compromis par la procédure judiciaire. Ce n'était pas une accusation contre l'acheteur. C'était une notification. Et cette notification a eu pour effet immédiat, de paralyser tout transfert de fonds, qui était en attente. Je suis resté sur le banc pendant encore une vingtaine de minutes. À un moment donné, Vanessa m'a appelé. J'ai laissé sonner. Puis, elle m'a envoyé un message me demandant où j'étais, pourquoi je ne montais pas, qu'il fallait qu'on parle. Je n'ai pas répondu. Ensuite, de l'intérieur de ma maison, Oscar a passé la tête par la fenêtre, et m'a vu assis sur le banc. Il m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas vraiment déchiffrer sur le moment, mais je pense que c'était de la confusion. Ça ne correspondait pas au scénario qu'ils avaient préparé. Le mari, qui découvre qu'il a été exclu de sa propre maison, est censé réagir. Il crie, il pleure, il frappe à la porte, il fait quelque chose de visible, quelque chose qui les place aux commandes de la situation.
Je n'ai rien fait de tout ça. J'étais assis sur un banc, calme, avec ma mallette à mes côtés, regardant la façade de la maison, avec une expression qui devait leur être totalement incompréhensible. Cette incompréhension faisait partie du plan, non pas de manière calculée à ce moment précis, mais comme une conséquence naturelle de ce que nous avions construit. Quand quelqu'un réagit d'une manière complètement différente de celle que vous attendiez, quand une victime ne se comporte pas comme une victime, le doute s'installe. Et le doute pousse les gens à faire des erreurs supplémentaires, à dire des choses qu'ils ne devraient pas, à appeler des gens qu'ils ne devraient pas, à bouger des papiers qu'ils ne devraient pas bouger. Et chacun de ces mouvements supplémentaires était une couche de preuves de plus, qui s'accumulait sur tout ce que nous avions déjà. Je me suis levé du banc quand il a fait complètement nuit. J'ai pris ma mallette, j'ai appelé un taxi, et je suis allé dans un hôtel à 3 kilomètres de la maison. Non pas parce que je n'avais nulle part où aller. J'avais la clé du bureau. J'avais la clé de la maison de Diego. J'avais des options. Je suis allé à l'hôtel, car c'était l'environnement le plus neutre, le plus contrôlé, celui qui me permettait d'avoir la clarté mentale, que les heures suivantes allaient exiger. J'ai demandé une chambre, je suis monté, j'ai pris une douche, j'ai commandé le service d'étage, et je me suis assis devant la fenêtre avec mon téléphone à la main, en attendant des nouvelles d'Alejandro. La première mise à jour est arrivée à 21h30. La plainte avait été reçue et enregistrée. Le numéro de dossier existait déjà. Cela signifiait qu'à partir de ce moment, Vanessa et Oscar avaient une affaire pénale ouverte contre eux, avec des preuves documentées, présentées par un avocat expérimenté dans ce type d'affaires. Ce n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient ignorer, retarder indéfiniment, ou faire disparaître par une conversation. C'était réel. Cela avait un numéro. Cela avait un dossier. Cela aurait des conséquences. La deuxième mise à jour est arrivée vers 23h. La mesure conservatoire sur la propriété avait été provisoirement acceptée. La maison était bloquée. Aucun transfert ne pouvait être traité. L'acheteur, qui selon les informations qu'Alejandro avait pu recueillir, était une société d'investissement immobilier, avait stoppé tout mouvement de fonds en attente, des réceptions de la notification. Cela signifiait qu'Oscar, qui s'attendait vraisemblablement à une commission importante sur cette transaction, allait devoir faire face non seulement à une procédure pénale, mais aussi à la perte de l'opération, qu'il avait montée depuis des mois. Je suis resté éveillé jusqu'après minuit, non par anxiété, car ma tête traitait toujours le tout, avec cette froide clarté qui m'accompagnait depuis des semaines. J'ai pensé à Diego, qui avait été le premier à me dire que quelque chose n'allait pas. Il fallait que je l'appelle, pas cette nuit-là, mais bientôt. J'ai pensé aux employés de mon entreprise, aux projets que j'avais en cours, à tout ce qui avait continué à fonctionner normalement, pendant que je menais cette double vie parallèle, en tant que stratège silencieux. J'ai pensé à la maison, aux 14 années, aux finitions de la cuisine que Vanessa avait choisie, à la couleur des murs de la chambre principale. Et j'ai repensé à quelque chose qu'Alejandro m'avait dit il y a des semaines, dans l'une de nos premières conversations sur le sujet, quelque chose que je n'avais pas complètement saisi sur le moment, mais que je comprenais maintenant parfaitement. Il m'avait dit que, d'après son expérience, les cas de fraude entre époux avaient presque toujours une caractéristique commune. La personne qui commet la fraude ne croit jamais que l'autre ira jusqu'au bout. Elle calcule toujours qu'à un moment donné, l'autre cédera, négociera, préférera un petit scandale à un long procès. Et cette sous-estimation, m'avait-il dit, était exactement ce qui rendait ses affaires les plus solides, lorsqu'elles allaient jusqu'au tribunal. Vanessa m'avait sous-estimé. Oscar m'avait sous-estimé. Ils avaient tous deux construit un plan élaboré, avec du temps, avec calcul, avec la complicité de quelqu'un qui connaissait le marché immobilier. Et à aucun moment de ce processus, ils n'avaient sérieusement envisagé la possibilité que je fasse exactement la même chose, dans la direction opposée. C'était ça, la faille dans leur plan. Pas une erreur technique, pas un document mal falsifié, pas un témoin inattendu. C'était la sous-estimation. La certitude que l'autre n'allait pas réagir de la bonne manière. Et cette certitude, qui les avait maintenus en confiance pendant des semaines, était exactement ce qui les avait poussés à avancer sans prudence, à laisser des traces, à franchir des lignes, qui avaient maintenant de réelles conséquences. Le lendemain matin, je me suis levé tôt, j'ai pris le petit déjeuner à l'hôtel, et j'ai appelé Alejandro. Il m'a confirmé que, ce matin-là, Vanessa avait essayé de contacter le notaire, pour vérifier le statut du contrat, et qu'elle avait été informée de l'existence d'une mesure conservatoire active. Il m'a aussi dit que,
selon le détective, Oscar avait passé plusieurs appels ce matin-là, vraisemblablement à son avocat. La machine qu'ils avaient mise en marche commençait à se gripper. Il commençait à comprendre que quelque chose avait mal tourné, bien qu'il ne sache pas encore exactement quoi, ni à quel point. Cette incertitude, ce moment où ils savent que quelque chose n'a pas marché, mais n'ont pas la vue d'ensemble, c'était le moment le plus précieux de tout le processus. C'était le moment où les erreurs supplémentaires se produisent, et Alejandro était prêt à les recevoir. Je lui ai demandé quand il allait établir le premier contact formel. Il m'a dit que, probablement dans les 2 prochains jours, Vanessa recevrait la notification officielle de la procédure pénale engagée contre elle. Qu'à ce moment-là, tout allait devenir très réel pour elle, d'une manière qu'elle n'avait pas encore expérimentée, et qu'à partir de là, le processus suivrait son cours, avec ou sans sa coopération, car les preuves que nous avions ne dépendaient pas de sa version des faits. J'ai raccroché le téléphone, et j'ai regardé par la fenêtre de l'hôtel, la rue en contrebas. C'était une matinée normale. Les gens allaient au travail, les voitures étaient dans les embouteillages. La ville fonctionnait, avec son indifférence habituelle, face aux histoires individuelles qui se déroulent à l'intérieur de chaque bâtiment, derrière chaque porte. J'étais l'une de ces histoires. L'une de celles qui, de l'extérieur, n'était pas visible du tout. Un homme dans une chambre d'hôtel, un téléphone à la main, qui, la nuit précédente, était assis sur un banc de parc, à regarder la façade de sa propre maison, pendant qu'une procédure judiciaire était déclenchée en sa faveur. Et ce qui allait suivre, était la partie que Vanessa et Oscar n'avaient pas encore vue. 2 jours après la nuit sur le banc, Vanessa a reçu la notification formelle. Alejandro m'a appelé pour confirmer, 15 minutes après que la signification ait été effectuée. Il m'a dit que la réaction avait été immédiate, qu'elle avait essayé de le contacter directement, sans passer par aucun intermédiaire, ce qui, m'a expliqué Alejandro, était en soi une erreur juridique qui avait été actée. Il n'a pas répondu à l'appel. Il lui a envoyé un message écrit, l'informant que toute communication devait se faire par l'intermédiaire de sa représentation légale, et que toute tentative de contact direct avec son client, c'est-à-dire moi, devait également être canalisée de la même manière. C'était la fermeture formelle de toute possibilité, pour Vanessa, d'essayer de résoudre cela en privé. Par une conversation de couple, avec des larmes, des explications, ou n'importe lequel des outils que je savais qu'elle allait essayer d'utiliser, quand elle comprendrait la dimension réelle de ce à quoi elle était confrontée. L'après-midi même, elle m'a appelé d'un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu car je ne savais pas de qui il s'agissait. C'était elle. Elle avait appelé depuis le téléphone de quelqu'un d'autre, sachant probablement que je ne répondrais pas au sien. J'ai entendu sa voix, et elle était complètement différente de celle que j'avais entendue 2 soirs auparavant, quand elle m'expliquait, avec ce calme répété, qu'elle avait vendu la maison pour mon propre bien. Maintenant, c'était une voix effrayée. Pas la peur jouée de celle qui veut susciter la pitié, mais la vraie peur de quelqu'un qui vient de comprendre, que la situation dans laquelle elle se trouve est beaucoup plus grave que ce qu'elle avait calculé. Elle m'a dit qu'il fallait qu'on parle. Qu'elle avait fait une énorme erreur, que nous pouvions résoudre ça entre nous. Que ça n'avait aucun sens d'aller au tribunal. Que je devais penser à ce que nous avions construit ensemble, que nous pouvions encore trouver une issue. Je l'ai écoutée jusqu'à la fin, sans l'interrompre. Et quand elle a eu fini de parler, je lui ai dit, avec le même calme avec lequel j'avais géré tout cela depuis le début, que malheureusement, le temps de résoudre cela entre nous était révolu. Que ce moment avait existé pendant des semaines, pendant que j'observais silencieusement ce qui se passait. Et que, durant aucun de ces jours, elle n'avait choisi d'y mettre un terme. Que maintenant, le processus était entre les mains des institutions compétentes, et qu'il ne dépendait plus d'aucune de mes décisions. J'ai raccroché. Sans colère, sans satisfaction, avec la froideur tranquille de quelqu'un qui clôt un chapitre, qui était déjà terminé depuis bien longtemps. Ce que je ne lui ai pas dit lors de cet appel, car ce n'était ni le moment ni nécessaire, c'était ce qu'Alejandro m'avait expliqué ce matin-là, sur la véritable ampleur des conséquences auxquelles il faisait face. Oscar, en tant qu'agent immobilier agréé, faisait face non seulement à la procédure pénale pour faux et fraude, mais aussi à une plainte auprès de l'organisme de réglementation de son activité professionnelle, ce qui signifiait la perte possible de sa licence. Pour quelqu'un dont l'entreprise dépendait entièrement de cette licence, c'était la fin de sa carrière telle qu'il la connaissait. Ce n'était pas une conséquence mineure qu'il pourrait encaisser avant de passer à autre chose. C'était la destruction de tout ce qu'il avait construit professionnellement, causée directement par une décision qu'il avait prise, en croyant qu'elle était intelligente,
et sans risque réel. Vanessa, de son côté, faisait face à la procédure pénale avec une exposition importante. Alejandro m'a expliqué que, dans des affaires de ce type, où la fausse signature apparaît sur un document d'achat et de vente de grande valeur, présenté à un notaire, avec des preuves documentées de préparation préalable, la charge juridique qui s'applique n'est pas mineure. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait se résoudre par des excuses ou un remboursement. C'était une procédure qui allait figurer dans son casier judiciaire, quelle que soit son issue, et qui, dans le meilleur des scénarios pour elle, impliquait des conséquences civiles et économiques considérables. Pendant ces jours-là, je suis resté à l'hôtel. Non pas parce que je ne pouvais pas retourner à la maison. La mesure conservatoire ne m'empêchait pas d'accéder à ma propre propriété. J'y suis resté parce que j'avais besoin de l'espace mental, que cet environnement neutre m'offrait. J'ai appelé Diego. Je lui ai tout raconté calmement, du début, jusqu'où nous en étions à ce moment-là. Il y eut un long silence quand j'ai fini de parler. Puis il m'a dit qu'il le savait, que quelque chose lui avait dit que ça n'allait pas, et qu'il était heureux que j'aie géré les choses de cette façon, et pas autrement. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que, dans les prochains jours, j'allais avoir besoin de son aide, pour quelques questions pratiques. Il a accepté sans poser plus de questions. C'est ça, la valeur d'un frère qui vous connaît vraiment. Alejandro et moi nous sommes rencontrés en personne pour la première fois, depuis que tout avait commencé, dans son bureau, un matin de cette même semaine. Ce fut une longue réunion de près de 3 heures, où nous avons passé en revue chaque élément du dossier, avec la minutie de quelqu'un qui construit quelque chose, qui doit être solide depuis les fondations. Le rapport de l'expert en écriture était concluant. Il avait analysé 9 points de comparaison spécifiques, entre ma véritable signature, et la fausse signature sur le contrat. Et sur les 9, il y avait des différences techniques, objectives et mesurables. Ce n'était pas une opinion. C'était une conclusion d'expert, qui pourrait être soutenue devant n'importe quelle instance judiciaire. Le journal d'activité du détective couvrait 23 jours de suivi documenté, avec des dates, des heures, des lieux, et des descriptions des rencontres entre Vanessa et Oscar, pendant la période précédant la transaction. Ce n'était pas une histoire construite sur des soupçons. C'était un registre objectif de mouvements et de rencontres, qui démontrait la coordination entre les deux, pendant le processus de planification de la fraude. C'était pertinent, car cela établissait la préméditation, et la préméditation est un élément qui aggrave considérablement la situation juridique de tous les deux. Les photographies du brouillon de contrat, avec la fausse signature, prise avant que le document final ne soit soumis au notaire, montraient que la falsification n'avait pas été une erreur de dernière minute ou une confusion, mais quelque chose qui avait été préparé, et révisé à l'avance. Il y avait un processus. Il y avait une intention. Il y avait eu du temps investi pour construire quelque chose d'illégal, en ayant pleinement conscience que c'était illégal. Alejandro m'a regardé à la fin de la réunion, et a dit quelque chose que je n'ai pas oublié. Il m'a dit que, dans sa carrière, il avait géré beaucoup d'affaires compliquées, mais qu'il voyait rarement quelqu'un, dans la position où j'étais, qui, après avoir découvert une situation de ce type, au lieu de réagir de façon émotionnelle, avait pris la décision de constituer un dossier dans les règles de l'art, dès le premier instant. Il m'a dit que cette décision était la raison pour laquelle nous avions maintenant un dossier, qui était pratiquement impossible à démanteler. Je l'ai remercié. Je lui ai dit que j'avais appris, il y a longtemps, que les décisions prises avec la tête froide durent plus longtemps, que celles prises sous le coup de l'émotion. Il a hoché la tête, et a dit qu'il aimerait que plus de gens le comprennent, avant qu'il ne soit trop tard. C'est au cours de cette semaine, que j'ai commencé à digérer une chose que j'avais gardée enfouie, sous toute la concentration tactique des semaines précédentes. La partie personnelle. Les 14 années. Ce que cela signifiait de dissoudre un mariage de cette façon. Non pas par une conversation difficile, non pas par une séparation à l'amiable, mais par une procédure pénale, avec des avocats, avec des documents, avec un dossier qui allait exister pour toujours. Ce n'était pas ce que j'avais imaginé, pour cette étape de ma vie. Personne n'imagine quelque chose comme ça. Mais il y a une différence entre ce que l'on imagine, et ce que l'on rencontre. Et la seule réponse intelligente à cette différence, est de s'adapter à la réalité, et de ne pas rester paralysé par ce que l'on attendait. J'ai appelé un ami de longue date, Carlos, qui avait traversé un divorce compliqué quelques années auparavant, et qui était l'une des rares personnes à qui je pouvais parler de ces choses sans filtre. Je lui ai raconté l'essentiel. Il m'a écouté avec l'attention de quelqu'un,
qui reconnaît le poids de ce qu'il entend, pour l'avoir lui-même porté. Quand j'ai eu fini, il a dit une chose simple, qui m'est restée. La douleur de tout ça, ne disparaît pas parce que tu as bien géré la situation. Ce sont deux choses distinctes. Tu peux avoir gagné la partie, et devoir quand même digérer ce que tu as perdu. Il avait raison. Et cette conversation fut probablement la première fois, en plusieurs semaines, où j'ai cessé de fonctionner en mode stratégique, et où je me suis permis de simplement ressentir le poids de ce que je vivais, sans l'analyser, sans le transformer en données pour le dossier. Cette nuit-là, seul à l'hôtel, j'ai pensé à la maison. Pas à sa valeur de plusieurs millions de dollars, pas aux actes de propriété, pas à la mesure conservatoire. J'ai pensé à la maison en tant que lieu, au jardin qui avait nécessité 3 ans pour trouver le bon équilibre, à l'escalier et ses 17 marches que je connaissais par cœur, à la lumière du matin dans la cuisine. À tous les moments qui s'étaient déroulés entre ces murs, et qui n'existaient désormais plus, que dans mes souvenirs. Car le contexte dans lequel ils s'étaient produits, n'existait plus. Cela faisait mal. Pas avec l'intensité aiguë d'une blessure récente, mais avec la densité sourde de quelque chose, dont on sait qu'il faudra du temps pour s'en remettre totalement. Et je l'ai accepté. Car nier la douleur ne l'élimine pas. Cela ne fait que la repousser à un moment ultérieur, où elle apparaît avec plus de force, et moins de préparation. Le lendemain, je me suis levé, j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai appelé Alejandro, et j'ai continué à construire ce qu'il restait à construire. Parce que la procédure judiciaire était toujours en cours, et nécessitait mon attention. Parce que mon entreprise fonctionnait toujours, et nécessitait ma présence. Parce que la vie ne s'arrête pas, pendant qu'on digère les choses difficiles. Et que la seule véritable façon de les surmonter, c'est de continuer à avancer, avec la même constance avec laquelle vous avez construit tout ce qu'ils essaient de vous prendre. Il restait encore la partie la plus visible de tout cela. La partie que Vanessa et Oscar n'avaient pas encore pleinement affrontée. La partie qui allait définir les conséquences finales, de chaque décision qu'ils avaient prise. Et cette partie, était sur le point de commencer. Le jour où Vanessa et Oscar ont comparu devant les autorités pour donner leur version des faits, c'était un mardi matin. Je n'y étais pas. Ce n'était pas nécessaire que j'y sois. Alejandro m'avait expliqué dès le début, que ma présence à ce moment-là n'apportait rien au processus, et qu'il était beaucoup plus intelligent de laisser le dossier parler de lui-même. Sans leur donner l'occasion, de transformer une procédure légale, en une confrontation personnelle, où les émotions pourraient contaminer ce qui avait été construit avec tant de précision. Ainsi, ce mardi-là, j'étais dans mon bureau, en train de revoir les plans d'un projet que je devais livrer cette semaine-là, faisant exactement ce que j'avais fait tout au long du processus, continuer à fonctionner normalement, pendant que les choses qui avaient été mises en mouvement suivaient leur cours, sans avoir besoin de mon intervention constante. Alejandro m'a appelé à 14 heures. Il m'a dit que l'audience avait duré environ 3 heures. Que Vanessa était arrivée avec un avocat, qui manquait clairement d'expérience dans ce genre d'affaires, ce qui s'était remarqué dès le premier instant, dans la façon dont il avait essayé de présenter la défense. Que Oscar était arrivé avec un autre avocat, distinct, ce qui était en soi un signe intéressant, car cela signifiait que les deux n'opéraient plus comme une équipe unifiée, mais que chacun pensait à sa propre protection individuelle. Cette fracture entre eux, était une chose qu'Alejandro m'avait dite comme étant tout à fait prévisible. Quand un plan légal commence à s'effondrer, la solidarité qui existait pendant la construction du plan, disparaît avec une rapidité surprenante. Soudainement, chaque personne se rappelle qu'elle a ses propres intérêts à protéger, et que l'autre est, en fin de compte, quelqu'un qui peut devenir un problème supplémentaire, s'il n'est pas géré correctement. La version que Vanessa a présentée, comme Alejandro me l'a raconté avec les détails qu'il pouvait partager à ce moment-là, s'articulait autour d'une idée centrale, qui était juridiquement faible dès le départ. Qu'elle avait cru avoir une autorisation implicite pour réaliser la transaction. Qu'il y avait eu des conversations entre nous sur la possibilité de vendre la propriété, et que la signature sur le document avait été un malentendu, dans la chaîne de communication avec le notaire. C'était une défense qui aurait eu une chance, dans une affaire où les preuves étaient ambiguës. Mais dans une affaire où nous avions le brouillon avec la signature d'entraînement, le rapport de l'expert avec 9 points de différence documentés, le registre de 23 jours d'activité coordonnée entre elle et Oscar. Et la chronologie complète de chaque mouvement depuis les premières questions sur la valeur de la maison. Cette défense ne tenait pas debout. La version d'Oscar était différente dans sa construction, mais tout aussi fragile dans ses fondations. Il a essayé de se positionner comme un professionnel qui avait agi de bonne foi,
avec la documentation qui lui avait été présentée, que son rôle avait été celui d'un intermédiaire, et qu'il n'avait aucun moyen de vérifier l'authenticité de chaque signature sur chaque document qu'il manipulait dans le cadre de son travail. C'était une défense qui aurait eu plus de sens, si le registre de ces mouvements n'existait pas. Si les conversations documentées n'existaient pas. Si la question qu'il m'avait posée, dans mon propre salon, sur la propriété du bien, n'existait pas. Chaque élément qu'il essayait d'utiliser pour prendre ses distances avec la fraude, avait une preuve spécifique qui le contredisait. Alejandro m'a dit que l'avocat d'Oscar s'en était rendu compte assez rapidement, et qu'à un moment de la procédure, il avait demandé une pause, qui avait duré plus longtemps que d'habitude. J'ai écouté tout cela, assis dans mon bureau, les yeux rivés sur les plans que j'avais sur mon bureau, mais mon attention totalement tournée vers la voix d'Alejandro. Quand il a terminé son résumé, je lui ai demandé son évaluation de l'état de l'affaire. Il m'a dit une chose que j'ai soigneusement gardée en tête. Ro, le dossier est solide, mais je veux être honnête avec toi, car je l'ai toujours été. Les procédures judiciaires de cette nature ne sont pas rapides. Elles peuvent prendre des mois. Elles peuvent prendre plus de temps. Ce que je peux te dire avec certitude, c'est que la position dans laquelle tu te trouves maintenant, avec les preuves que nous avons, est une position de véritable force, pas d'avantage relatif. De véritable force. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté un instant en silence, à regarder les plans sur le bureau. Ce qui a suivi au cours des semaines suivantes, fut un processus qui avait la texture étrange des choses importantes qui avancent lentement. Il n'y a pas eu de grandes révélations quotidiennes, pas de moments dramatiques à marquer sur le calendrier. Il y a eu des audiences, qui ont été programmées et tenues. Il y a eu des documents, qui ont été présentés et examinés. Il y a eu des échanges entre avocats, qu'Alejandro me résumait avec l'efficacité de celui, qui sait exactement quelles informations sont pertinentes pour son client, et ce qui n'est que du bruit de fond. Et sous tout cela, il y avait une négociation qui a commencé à prendre forme, environ 6 semaines après la première comparution. L'avocat de Vanessa a contacté Alejandro avec une proposition. C'était une première proposition exploratoire, du type de celle que l'on fait quand on a évalué la solidité du dossier adverse, et qu'on est arrivé à la conclusion qu'un procès complet, jusqu'au bout, ne sera pas favorable. La proposition incluait la reconnaissance de responsabilité sur les termes civils de l'affaire, la renonciation à toute réclamation sur la propriété, l'engagement de couvrir les frais juridiques générés, et une série de conditions supplémentaires, qu'Alejandro m'a présentées avec son analyse jointe. Il m'a dit que c'était un premier pas, que ce n'était pas la proposition finale, et que nous avions de la marge pour répondre en position de force. Je lui ai dit de procéder selon son jugement juridique, que je faisais confiance à son évaluation du processus, et que je n'avais aucun intérêt à prolonger cela plus que nécessaire, mais que je ne voulais pas non plus accepter des conditions qui ne reflétaient pas la réalité de ce qui s'était passé. Alejandro a hoché la tête, et m'a dit que c'était exactement ce qu'il allait communiquer. Le processus de négociation a pris 3 semaines de plus. Il y a eu des allers-retours. Il y a eu des moments où il semblait qu'aucun accord ne serait conclu, et où la procédure pénale complète semblait être la voie inévitable. Mais à la fin, la combinaison des preuves que nous avions, la solidité du rapport d'expertise, le poids de la plainte auprès de l'organisme de réglementation concernant la licence d'Oscar, et l'évaluation froide de ce que cela signifiait pour eux deux d'affronter un procès complet avec ce niveau d'exposition, ont produit un accord, qu'Alejandro m'a présenté un jeudi matin, avec une expression que, en 12 ans de collaboration, j'avais appris à lire comme une satisfaction professionnelle contenue. L'accord reconnaissait formellement la falsification. Il établissait la nullité absolue du contrat d'achat et de vente. Il confirmait la propriété exclusive du bien à mon nom, sans aucune condition ni réclamation en suspens. Il incluait une compensation financière pour les dommages causés pendant le processus, qui couvrait largement les frais juridiques, ainsi que le temps et l'énergie investis dans la constitution du dossier. Et il établissait des conditions sur la licence professionnelle d'Oscar, qu'Alejandro m'a décrite comme significative, quant à sa capacité future à opérer sur le marché immobilier, de la même manière qu'il l'avait fait jusqu'alors. Ce n'était pas une vengeance, c'était une conséquence. Et il y a une énorme différence entre les deux, ce dont j'avais été très conscient tout au long de ce processus. La vengeance est émotionnelle. Elle est disproportionnée. Il s'agit de blesser l'autre personne, au-delà de ce qui est approprié. La conséquence est proportionnelle. Elle est légale.
C'est le résultat naturel des décisions que quelqu'un a prises, en pleine conscience. Vanessa et Oscar avaient pris des décisions. Ces décisions avaient eu des conséquences. La procédure légale avait simplement veillé à ce que ces conséquences arrivent, de la bonne manière. Documenté, formel, sans appel. Le jour où Alejandro m'a confirmé que l'accord avait été signé par toutes les parties, j'étais sur un chantier, avec mon casque sur la tête, en train de vérifier l'avancement d'une structure, en construction depuis des semaines. J'ai rangé mon téléphone, j'ai regardé la structure devant moi, et j'ai repensé à quelque chose que mon père m'avait dit, il y a bien des années. Dans un contexte complètement différent, mais qui, à cet instant, résonnait avec une justesse à laquelle je ne m'attendais pas. Il m'avait dit que la meilleure façon de répondre à quelqu'un qui essaie de détruire ce que tu as construit, c'est de continuer à construire. De ne pas s'arrêter, de ne pas consacrer son énergie à démanteler ce qui lui appartient. Juste de continuer à construire ce qui est à toi, avec plus de détermination qu'avant. C'était exactement ce que j'avais fait. Je n'avais pas cessé de travailler un seul jour, tout au long du processus. Je n'avais pas annulé de réunion. Je n'avais pas négligé de projet. Je n'avais pas laissé ce qui se passait dans ma vie personnelle, contaminer ce que j'avais construit professionnellement depuis 20 ans. Et là, debout sur ce chantier, mon casque sur la tête, et le téléphone dans ma poche, avec la confirmation d'Alejandro encore fraîche, j'ai ressenti quelque chose qu'il m'a fallu un instant pour identifier, car je ne l'avais pas ressenti de cette façon depuis longtemps. C'était de la fierté. Pas la fierté facile de celui qui gagne quelque chose sans effort. La fierté spécifique et dense de celui qui a affronté une épreuve qui en aurait abattu plus d'un, qui l'a gérée de la bonne façon, et qui en est ressorti de l'autre côté, avec tout ce qui lui appartenait, intact. J'ai retiré mon casque un instant, j'ai regardé le ciel au-dessus du chantier, et j'ai pensé à Vanessa. Plus avec de la colère. Plus maintenant. Pas avec de la tristesse non plus. J'étais déjà passé par là. Avec quelque chose qui ressemblait davantage à la distance froide et définitive, de celui qui ferme un dossier qu'il n'ouvrira plus jamais. Ce que nous avions eu, avait existé. Ce qu'elle avait décidé de faire, avait également existé. Et ces deux choses faisaient désormais partie du passé, avec toute l'irréversibilité qu'implique ce mot. J'ai remis mon casque, et j'ai continué à vérifier la structure. Il y avait du travail à faire. Il y a une chose que personne ne vous dit, sur le fait de sortir victorieux d'une épreuve pareille. Ils ne vous le disent pas parce que ça semble étrange, parce que ça va à l'encontre de ce que le bon sens voudrait vous faire attendre. On vous dit que vous allez vous sentir soulagé. On vous dit que vous allez vous sentir fort. On vous dit que la justice a un goût particulier, qui compense tout ce qu'il a fallu pour y arriver. Et en partie, c'est vrai. Il y a un peu de tout ça. Mais ce dont personne ne parle, c'est qu'après la conclusion, après la signature de l'accord, la résolution du dossier, que les avocats se serrent la main, et que tout retourne à sa place, il vient un silence. Un long et étrange silence, qui n'est pas encore la paix, mais l'espace vide laissé par quelque chose qui a pris beaucoup de place, pendant longtemps. Et dans ce silence, si vous êtes honnête avec vous-même, vous devez vous asseoir avec des questions, qui n'ont pas de réponse claire ou confortable. Je suis retourné à la maison 3 semaines après la signature de l'accord. Alejandro m'avait confirmé que la situation légale était complètement résolue. Que la propriété était à moi sans aucune condition en suspens, que je pouvais y retourner quand je le voulais. Mais il m'a fallu ces 3 semaines pour le faire. Non par peur, non par sentimentalisme, mais parce que j'avais besoin d'y retourner avec le bon état d'esprit, avec suffisamment de distance pour franchir cette porte, sans que chaque recoin ne soit une conversation avec le passé, qui me distrairait de ce que je devais faire ensuite. J'y suis entré seul, un matin de semaine, avec une nouvelle clé que le serrurier avait installée sur les instructions d'Alejandro, dans le cadre des premières étapes de la procédure. J'ai ouvert la porte, et je suis resté un instant sur le seuil. L'intérieur sentait le renfermé, l'absence, cette odeur spécifique qu'ont les espaces quand ils sont restés vides pendant des semaines. La lumière entrait par les fenêtres comme toujours, avec cette clarté matinale que j'avais décrite tant de fois, sans vraiment y penser. Les meubles étaient à leur place. Les étagères étaient à leur place. L'escalier et ses 17 marches, étaient exactement le même. C'était ma maison, parfaitement reconnaissable. Et en même temps, c'était un espace qui avait traversé quelque chose, qui avait laissé une marque invisible mais réelle, sur chaque surface. J'ai marché lentement dans chaque pièce. Sans rien chercher,
sans faire l'inventaire des dégâts. Juste en marchant, en entrant dans chaque espace, et en laissant la familiarité s'installer à nouveau, sans forcer. Sans prétendre que rien ne s'était passé, mais aussi sans dramatiser ce qui s'était passé. C'était un exercice que je reconnaissais de mon travail. Le moment où vous entrez dans une structure qui a été réparée, et où vous la parcourez prudemment pour vérifier que tout est comme il se doit. Non pas avec la nostalgie de ce qu'elle était avant, mais avec l'évaluation objective de ce qu'elle est maintenant. Je suis arrivé au bureau. Le tiroir où j'avais trouvé l'enveloppe, où j'avais trouvé le brouillon avec ma fausse signature, était fermé, comme toujours. Je l'ai ouvert. Il était vide, à l'exception des documents de la maison, qui avaient toujours été là, les mêmes que j'avais photographiés des semaines auparavant, comme première mesure de précaution. Je les ai sortis, je les ai vérifiés un par un, je les ai remis à leur place. Tout était en ordre, tout était à sa place. L'histoire que ces papiers racontaient, était la même que toujours. Une propriété, un propriétaire, 20 ans de décision qui avaient abouti à quelque chose de concret, et de solide, qu'aucune fausse signature n'avait pu m'enlever. Je me suis assis dans la chaise du bureau, et je suis resté silencieux un moment. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé, depuis cette première question de Vanessa sur la valeur de la maison, lors d'un petit déjeuner un mardi, qui, à l'époque, avait semblé sans importance. J'ai pensé à chaque signe que j'avais observé, à chaque décision que j'avais prise, à chaque conversation avec Alejandro, à chaque nuit passée dans un hôtel à traiter les choses en silence. J'ai pensé au banc sur la place en face de la maison, dans l'obscurité de cette nuit-là. Au message transféré que j'avais envoyé à Alejandro, pendant que la silhouette de Vanessa se déplaçait derrière les fenêtres éclairées. J'ai pensé à Diego, qui l'avait pressenti avant tout le monde, et qui avait été présent à chaque instant où j'avais besoin de lui. J'ai pensé à Carlos, à cette conversation où il m'avait dit, que la douleur et le résultat, sont deux choses distinctes, et se digèrent sur des chemins différents. Et j'ai pensé à Vanessa. Pas avec de la colère. Pas avec une tristesse aiguë, mais avec cette sorte de distance définitive qui s'installe, quand vous acceptez complètement qu'une histoire est terminée, et qu'il n'y a aucune version des faits, dans laquelle elle aurait pu se terminer autrement. La procédure formelle de divorce, a suivi son cours en parallèle de la procédure pénale, et a été résolue dans les mois qui ont suivi. Ce fut un processus propre en termes juridiques, compte tenu du contexte, car la situation qui avait été documentée, laissait très peu de place aux différends sur les termes ou les conditions. Alejandro l'a géré avec la même efficacité, avec laquelle il avait tout géré auparavant. À la fin de ce processus, j'étais un homme de 47 ans, propriétaire d'une maison de 2 millions de dollars, avec une entreprise en marche, avec 20 ans de travail solide derrière moi, et avec un dossier qui prouvait que, lorsque quelqu'un essaie de prendre ce qui est à vous, la bonne réponse n'est pas la plus bruyante, mais la plus intelligente. Oscar a perdu sa licence immobilière, pour une période qu'Alejandro m'a décrite, comme suffisamment longue, pour que sa réputation sur le marché soit compromise de façon permanente. Je n'ai plus entendu parler de lui après ça. Je n'avais pas besoin de savoir. Son histoire a cessé d'être pertinente pour la mienne, au moment où l'accord a été signé, et que chaque conséquence de ses décisions a été formellement établie. Vanessa a déménagé dans une autre ville. Je l'ai appris par Diego, qui l'avait appris d'une connaissance commune. Pas parce que je cherchais à le savoir. Il n'y a eu aucun contact après cet appel, cette nuit-là, depuis le numéro inconnu. Il n'y a eu aucun message, aucune tentative de conversation. Aucune de ces communications tardives, qui se produisent parfois quand les gens ont besoin de clôturer une chose qu'ils ont laissée ouverte. Peut-être qu'elle a aussi compris que ce chapitre était clos, avec une solidité qui ne laissait aucune place à des ajouts ultérieurs. Ou peut-être qu'elle a simplement choisi d'aller de l'avant, de la seule manière qui s'offrait à elle. Quoi qu'il en soit, c'était sa décision, et son processus, et j'avais depuis longtemps cessé d'avoir la moindre responsabilité dans l'un ou l'autre. Ce qui m'est resté, en revanche. Et c'est une chose qu'il m'a fallu du temps pour digérer complètement, c'est une réflexion sur la confiance, qui est, je crois, la partie la plus importante de tout ce que j'ai traversé. Pas la stratégie, pas les preuves, pas le processus juridique, qui a fonctionné exactement comme il le devait. Mais ce que j'ai appris sur la confiance, dans le sens le plus large et le plus exigeant de ce mot. Pendant 14 ans, j'avais fait confiance à Vanessa avec cette confiance automatique, qui se construit avec le temps et la cohabitation. Cette confiance qui cesse d'être une décision consciente, et devient un état de fond. Une supposition permanente, sur laquelle vous fonctionnez sans la remettre en question.
Et cette confiance automatique, celle qu'on ne vérifie plus parce qu'elle ne semble pas avoir besoin de l'être, c'est exactement ce qui a permis au plan d'avancer pendant des mois, sans que je ne le voie dès le début. Je ne m'en veux pas de ne pas l'avoir vu plus tôt. Ce que je me reproche, s'il y a quelque chose, c'est d'avoir confondu la durée d'une chose avec sa solidité. 14 années ne rendent pas une relation solide. Elles la rendent longue. La solidité, c'est autre chose. C'est quelque chose qui exige une attention continue. Une vérification constante. Une honnêteté mutuelle, qui n'est pas tenue pour acquise parce qu'elle a été exercée par le passé. Et cette différence, qui semble évidente quand on la dit à voix haute, est étonnamment facile à perdre de vue, quand on est à l'intérieur de quelque chose qui fonctionne avec l'inertie des années accumulées. Aujourd'hui, la maison est en parfait état. Je l'ai rénovée sur certains aspects après mon retour. Non pas pour effacer quoi que ce soit, mais parce qu'il y avait des choses qui avaient réellement besoin d'être modernisées, et parce qu'y travailler de mes propres mains, prendre des décisions sur chaque détail, était une façon de me la réapproprier de la bonne manière. Non pas comme une réaction, non pas comme un geste symbolique, mais pour ce que ça a toujours été, le travail concret de quelqu'un qui construit des choses, et qui trouve dans ce processus, une forme de clarté que peu d'autres activités lui procurent. Diego vient souvent dîner le dimanche. Carlos est venu me rendre visite il y a quelques semaines, et nous sommes restés éveillés tard à discuter dans le jardin, avec un verre. Avec le confort de deux personnes qui se connaissent assez bien, pour ne pas avoir besoin de combler chaque silence. L'entreprise va de l'avant, avec de nouveaux projets, avec des décisions à prendre. Avec le rythme normal d'un travail qui exige présence et jugement, et qui me les rend, sous la forme de quelque chose de concret et de visible, qui reste quand la journée se termine. Et je suis toujours le même homme qu'avant. 47 ans, avec 20 ans de travail derrière moi. Avec une capacité à observer sans réagir, qui, pendant longtemps, je pensais n'être que ma façon d'être, et que je comprends maintenant être un outil. L'un des plus précieux que je possède, qui a sauvé 2 millions de dollars de ma propre histoire, quand quelqu'un a décidé qu'il pouvait me les prendre sans conséquence. S'il y a une chose que j'ai retenue de tout ça, au-delà des documents, du dossier et de l'accord signé, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, et de beaucoup plus difficile en même temps. C'est que la confiance n'est pas un état permanent, qui s'installe et se maintient tout seul. C'est une décision qui se prend, et se révise. Non pas avec de la paranoïa, non pas avec une méfiance chronique envers tout et tout le monde, mais avec l'attention honnête de quelqu'un, qui comprend que les gens changent, que les circonstances changent. Et que la seule façon de ne pas se laisser surprendre, c'est de ne jamais complètement cesser de regarder. Je ne donne pas de conseils. Ce n'est pas ma place, et ce n'est pas non plus ce que je recherche, quand je raconte cela. Mais je dirais une chose, pour quiconque se trouve dans une situation où quelque chose ne colle pas. Où il y a de petits signes qui, séparément, semblent ne rien signifier, mais qui ensemble forment un schéma, que votre instinct reconnaît, même si votre esprit essaie de l'ignorer. N'ignorez pas ce schéma. Ne vous précipitez pas. Ne réagissez pas avant l'heure. Mais ne détournez pas non plus le regard, en espérant que ce que vous voyez disparaîtra. Contentez-vous d'observer, de documenter, d'agir avec la tête froide. Et ne sous-estimez jamais, au grand jamais, ce que vous êtes capable de construire, lorsque quelqu'un vous force à vous défendre. L'âge n'est pas une faiblesse. Le calme n'est pas de la résignation. Et la patience, lorsqu'elle est au service de quelque chose qui vaut la peine d'être protégé, est la forme de force la plus puissante qui existe.